Salut à tous, c'est Vino, nouvelle vidéo pour le CPRM Academy Online et surtout première vidéo de cette saison 2013-2014. Très heureux de reprendre ces vidéos, bien évidemment. Ça fait un peu 6 mois que j'annonce que je ferai cette vidéo sur les Sitengo. J'avais pas eu le temps de les faire jusque là, mais avec les cours qui reprennent, et ben j'ai repris le PC, repris les PowerPoint et repris les vidéos. Donc très content de faire cette vidéo qui s'inscrit comme je le disais dans le cadre des cours du CPRM que je reprends donc tous les jeudis D1 des Deep Stack. Donc il y aura un cours. Donc comment ça va se dérouler, je vais en profiter pour vous l'expliquer tout de suite. Donc ça va être en deux étapes. La première étape, la vidéo sur internet, donc que voici. Vidéo divisée en deux parties, généralement une partie théorique d'une vingtaine de minutes, histoire de pas faire trop long et que ce soit pas trop chiant pour vous. Et une deuxième partie pratique où là je serai en train de jouer sur PokerStar en appliquant la stratégie que j'aurais développée juste avant. Donc partie pratique d'environ 3 quarts d'heure. Sinon, le cours en 3 quarts d'heure le jeudi avant le D1 donc, où on prendra probablement une dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on verra en fonction du temps que ça prend, pour revenir sur la vidéo, réexpliquer pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la voir par exemple, réexpliquer un peu la stratégie à adopter, et si jamais vous avez des questions, donc ce sera le bon endroit pour le faire. Et si jamais vous pouvez pas venir au cours, j'en profite également là tout de suite, c'est quelque chose que je vais répéter énormément au cours des vidéos, mais j'insiste vraiment sur ce point. Si jamais quelque chose n'est pas clair, que je suis pas forcément très clair, parce que ça pourra m'arriver, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire de la vidéo si jamais vous avez un compte YouTube, et plus généralement sur le sujet du forum qui est fait pour ça. Je me ferai une joie d'y répondre, et si jamais vous n'avez pas forcément envie que tout le monde voit la question, n'hésitez pas à me contacter par MP, par message privé, pardon. Je me ferai encore une fois une joie d'y répondre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi les Sitengo? Pour commencer, tout simplement d'un point de vue bankroll management tout d'abord. Donc ce tableau vient de ma première vidéo. Si vous ne les avez pas vus, pardon, oui, n'hésitez pas à aller les regarder. Donc il y a une vidéo sur le bankroll management, c'était la toute première vidéo, et une vidéo sur les notions de base. Donc deux vidéos à voir impérativement à mon avis avant même de commencer ces vidéos là, puisque ça permettra quand même de poser les vraies bases d'un joueur de poker gagnant. Et j'en profite pour rappeler donc la première chose que j'avais dit dans la vidéo sur le bankroll management. L'objectif de ces vidéos, ça va être d'essayer de créer un joueur de poker gagnant en partant d'une bankroll de 10 euros. Donc un dépôt que quasiment n'importe qui peut faire sur un site de poker. On va lui faire déposer 10 euros, et le principe ça va être de l'aider à monter une bankroll relativement solide, peut-être à 3, 4 chiffres. Et après vous aurez normalement les bases pour travailler de votre côté. Mais on va vous donner les bases déjà pour avoir une bankroll solide. Et du coup ça passe par le bankroll management comme je le disais. Donc on peut voir dans le cas du cash game, donc la limite la plus basse en ligne c'est la NL2, blinde 1 centime, 2 centimes. Donc même si on utilise la stratégie du petit tapis, qu'on verra dans la prochaine vidéo, on se rend compte que donc la stratégie du petit tapis, en fait on se cave à 40 blindes en cash game, et on a une stratégie qui nous permet de prendre l'avantage sur les plus gros tapis en jouant très serré. Mais même en se cavant à 40 blindes, donc ça fait 80 centimes dans le cas de la NL2, on se rend compte qu'avec 30 caves par exemple, dans le cas d'un joueur légèrement gagnant, puisque au départ vous allez être juste entre guillemets légèrement gagnant à ses limites, même dans le cas d'un joueur légèrement gagnant, avec un bankroll management qui nous donne un risque de ruine de 1%, on se retrouve avec 30 caves minimum. Donc 30 caves fois 80 centimes, il nous faut une bankroll de 24 euros, si je dis pas de bêtises. Donc on est déjà bien au-delà de la limite qu'on s'était fixée. A l'inverse, si on prend les tournois, et dans notre cas donc les Sitengo, avec le même bankroll management, on se rend compte qu'il nous faudra 45 buy-in. Donc 45 buy-in, on va baisser un tout petit peu, on va dire 40 buy-in, et ben c'est exactement ce qu'on a dans le cas où on dépose 10 euros et qu'on joue des Sitengo à 25 centimes. Donc c'est vraiment le format
pour débuter pour un joueur de poker, et en plus, comme on va le voir, la stratégie peut être très simple. Donc qu'est-ce qu'un sit and go? C'est un tournoi en fait où il y a 9 ou 10 joueurs au départ. Ça existe également en format short-handed et heads-up. Donc format short-handed c'est 5 ou 6 joueurs, et en heads-up un tournoi à 12 joueurs. On va s'arrêter seulement sur les tournois à 9 ou 10 joueurs pour une simple raison en fait, c'est que les formats sit and go et heads up sont plus adaptés à des joueurs un peu plus expérimentés, puisque les gains que vous allez faire, dans le cas du heads up, il faut gagner votre heads up, donc ce sera beaucoup dans l'analyse de l'adversaire et quelque chose d'un peu plus compliqué. Et pareil en short-handed, les gains que vous allez faire, il faut rentrer également dans l'argent, comme on va le voir, mais c'est également surtout gagner vos heads-up, c'est là que vous allez vraiment vous faire de l'argent. Donc c'est des formats plus compliqués, donc pour l'instant on va rester sur le format de base, le format full ring, avec 9 ou 10 joueurs au départ. Donc on commence généralement avec 75 et 100 big blind, avec des niveaux qui vont de 3 à 10 minutes, suivant le format, soit hyper turbo ou le format format standard. Et il y a 3 joueurs payés dans ce cas, dans le cas des sit and go full ring, 50% pour le premier joueur, 30% pour le deuxième et 20% du prize pool pour le troisième. Donc ce qui nous donne par exemple dans le cas d'un sit and go à 1 euro, on va avoir 5 euros, s'il y a 10 joueurs on va avoir 5 euros pour le premier, 3 euros pour le second et 2 euros pour le troisième. Donc bien évidemment, l'objectif ça va être de rentrer dans les 3 premiers, puisque notre objectif c'est quand même de gagner de l'argent. Voilà, donc la stratégie globale en sit and go va découler de ça. On va jouer très très serré, pour une simple raison, c'est que doubler son tapis n'assure pas de doubler son gain. Je vais prendre un exemple, admettons que vous gagnez le sit and go. Il y avait 10 joueurs, donc pour gagner le sit and go, il faut que vous multipliez votre tapis de départ par 10. Par contre, vous n'aurez pas multiplié par 10 votre gain. Vous n'aurez que 50% du prize pool, soit 5 fois votre mise de départ dans le cas d'un tournoi à 10 joueurs. Donc, on double son tapis, mais on ne double pas son gain. A l'inverse du cash game. Si en cash game, vous faites tapis pour 1 euro, que votre adversaire paye, vous allez remporter le pot à 2 euros. Donc, vous allez doubler votre gain. Donc, cette stratégie va impliquer que, pour partir à tapis, contrairement au cash game, où si vous avez plus de 50%, vous allez gagner de l'argent sur le long terme, là, vous pouvez des fois partir à tapis, avoir plus de 50%, mais vous n'allez pas forcément gagner de l'argent sur le long terme. C'est des situations un peu compliquées pour l'instant à expliquer, je reviendrai plus tard là-dessus. On va également simplifier à l'extrême la stratégie, c'est-à-dire que nous allons prendre que 2 décisions. Soit nous allons faire tapis, donc le push, soit nous allons passer, le fold. Donc ça va être une stratégie de push or fold, soit on fait tapis, soit on passe. Ça permet de simplifier la stratégie. Pourquoi? Puisque en fait pour une main donnée, je vais vous donner le chiffre. Par exemple vous avez As roi de cœur, et sachez qu'il y a 58 800 flops possibles pour cette main. Donc autant dire que si je dois détailler tous les flops pour une seule main, sachant qu'il y a 169 mains de départ, vous comprenez bien que ça va être très compliqué de vous donner une stratégie pour chaque flop. Donc on va simplifier à l'extrême, soit vous faites tapis, soit vous passez. Encore une fois, la seconde vidéo sur les notions de base peut vous aider, puisque dedans il y a un rappel de toutes les probabilités pré-flop, donc qui vont être très utiles dans le cas du jeu push or fold. Donc on va rentrer encore un peu plus dans la stratégie, on va voir avec quelle main il faut faire tapis en fonction de la profondeur de notre tapis. Dans le cas des tapis profonds, donc ça va être généralement le début du sit and go, les niveaux par exemple sur PokerStar, on commence avec 1000, je vais prendre PokerStar en exemple très souvent puisque c'est quand même le site que je connais le mieux, mais on peut très bien appliquer ça à d'autres sites. Dans le cas de PokerStar, vous commencez avec 1500 jetons, donc blind 10-20, vous allez avoir 75 blindes, blind 15-30, vous allez avoir 50 blindes, donc la stratégie des tapis profonds s'applique parfaitement à ce moment-là. Donc on va faire tapis avec paire de dames plus, donc ça équivaut à paire de dames, paire de roi et paire d'as, et avec as-roi au minimum. Voilà, pas compliqué, si on voit une de ces 4 mains-là, on fait tapis, sinon on passe. Pas compliqué du tout. Dans le cas des tapis intermédiaires, donc entre 15 et 40 blindes, donc là sur PokerStar par exemple, ça va correspondre au niveau 25-50,
et au niveau 50-100 si jamais on n'a pas perdu trop de jetons. Donc dans ce cas, on va rajouter paire de valets dans tous les cas, et dans les positions tardives, donc auxquelles correspondent le bouton, le cutoff et les blindes, on va rajouter paire de 10 et as-dame. Sinon, on passe. Toujours la même stratégie. Et dans le cas des petits tapis, c'est là où ça va être plus compliqué, et là où on va commencer à réfléchir un peu plus en termes de stratégie. Ça va être de l'analyse de situation et beaucoup de prise de décision spécifiques. Donc, je détaille pas beaucoup pour l'instant, mais ça va venir tout de suite, puisqu'on va voir les facteurs de push or fold. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. La valeur des blindes et ante. On va voir, plus évidemment il y a d'argent mort à prendre au milieu, plus ça peut nous inciter à faire tapis. C'est beaucoup plus intéressant, et c'est aussi de là que vient la stratégie juste avant, je reviens 5 secondes dessus. Quand on fait tapis avec paire de dames plus ou as-roi, c'est juste parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à prendre au milieu, et que la seule façon réelle de gagner de l'argent dans ce cas, c'est de se faire payer par une main beaucoup moins forte. Donc ça implique qu'on fasse tapis vraiment qu'avec les toutes meilleures mains. A l'inverse, si vous aviez deux blindes, prendre l'argent mort qui est au milieu est très intéressant. Donc la valeur des blindes et la valeur des ante va être très importante. La position également va être très importante, puisque moins il y a de joueurs à parler derrière vous, plus vous avez de chances de prendre cet argent mort. Donc en petite blinde, on va pouvoir faire tapis avec des mains beaucoup moins fortes que UTG. Je pense que vous voyez assez facilement pourquoi. La taille des tapis adverses va être également importante, puisque un joueur qui a deux blindes par exemple va être très enclin à payer le tapis avec pas grand chose, alors qu'à l'inverse, un joueur avec 10 blindes peut se dire qu'il a un peu plus de temps pour payer. Donc la taille des tapis adverses va être très importante. Autre cas, si un joueur a 30 blindes et qu'on en a 6 par exemple, il peut se dire je peux payer un peu plus large dans la mesure où ça ne met pas mon tournoi en danger. Si je perds les 6 blindes, je tombe à 24, il me reste encore un peu de marge. Donc vous voyez un petit peu pourquoi la taille des tapis adverses est très importante. Et pour finir, la situation du sit and go dans son ensemble. On verra ça plus en détail dans le cas tout à l'heure des différents cas à la bulle, mais par exemple s'il y a un tout petit tapis à la bulle, donc la bulle c'est quand il reste plus que 4 joueurs, puisque si vous vous retrouvez dans les 3 derniers, vous êtes dans l'argent, le quatrième par contre ne touche rien, c'est ce qu'on appelle la bulle. Donc dans les cas de bulle notamment, il faut faire très attention, puisque si jamais le chip leader fait tapis et que nous avons une main moyenne, il va falloir souvent folder en espérant que le plus petit tapis va se retrouver éliminé et nous permettre de rentrer dans l'argent. Encore une fois, toujours dans cette même optique, l'optique c'est de rentrer dans les 3 premiers. Voilà. Donc voilà pour les facteurs de push or fold. Ça peut paraître un peu flou pour l'instant, je vous rassure, il y a une partie pratique qui arrive dans quelques minutes. Donc pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle les pushbot charts. Elles sont en lien descriptif de la vidéo. Je vais également les mettre sur le forum pour ceux qui n'iraient pas directement sur YouTube et qui regarderaient la vidéo sur le forum. Donc les pushbot charts, ce sont des tables qui ont été créées par... alors je n'arrive pas à dire son pseudo, mais c'est en première page du PDF. Donc ce sont des tables en fait qui nous indiquent, en fonction des mains avec lesquelles on peut être payé, elle nous indique tout simplement à partir de quelle taille de tapis on peut faire tapis de façon efficace en jetons. Donc attention, il y a des fois où ça va être intéressant pour le gain en jetons de faire tapis. Par contre, par rapport à la situation du sit and go, c'est encore la même chose. Il faudra mieux des fois passer. Donc on retient bien ça en tête. Ça, ce sont des tables qui nous donnent des indications sur la force de notre main par rapport à la situation du sit and go. Je vais prendre un exemple. Donc j'espère qu'on voit la souris. Je vais me placer sur roi dame assorti, donc voilà, dans le cas où nous sommes au allez, on va dire au hijack. Donc hijack c'est la position juste avant le cutoff, je vous rappelle. Donc ça veut dire qu'il nous reste le cutoff, le bouton et les blindes à parler, soit donc 4 joueurs. Donc on va prendre ce cas, donc, ça correspond donc à cette case ici. Donc dans le cas où nous avons roi dame assorti, il nous montre 8,1, 4,7 et 9. À quoi correspondent ces chiffres? Ça correspond à la range assignée avec laquelle... ça correspond à la taille de tapis plutôt, excusez-moi,
la taille de tapis avec laquelle on peut faire tapis en fonction de la range de call de nos adversaires. Donc les ranges de call sont inscrites en bas, le chiffre de gauche correspond à une colonne correspond à une range tight, donc ça veut dire que si les adversaires nous payent avec paire de 6+, As6 assorti plus, As8 off et Roi Dame suité, ça devient intéressant de faire tapis avec un M de 8,1 ou moins. Donc par exemple alors j'ai oublié de préciser ça, le M ça correspond à la taille du pot en fait avant qu'il y ait la moindre relance ou le moindre call. Donc par exemple sur les blindes 100-200, il y a la petite blinde à 100 plus la grosse blinde à 300, donc ça fait 300. Si vous avez un tapis de 2100, vous avez un M de 7. Voilà, pas très compliqué puisque 2100 divisé par 300 ça fait 7. Donc voilà le M. Donc en l'occurrence, sur les blindes 100-200 sans ante par exemple, nous avons le droit de faire tapis avec 2100 jetons sur les blindes 100-200 avec Roi Dame suité au hijack. Voilà. La colonne du milieu correspond à une range moyenne, donc il faut 4,7 et la colonne de droite correspond à la range loose. Donc très difficile de retenir ces tableaux par cœur. C'est pourquoi je vous ai résumé les ranges de push à 10 big blind face à une range tight tout d'abord. Voilà, c'est à retenir. On peut noter 2-3 choses. Donc UTG, on se rend compte déjà qu'il faut faire tapis relativement tight. Il n'y a que paire de 9+ et As Dame+ qui nous permettent de gagner de l'argent. Donc si jamais on a 8 joueurs à parler derrière nous, il faudra être très très tight. A l'inverse, on se rend compte qu'au bouton et à la small blind, si jamais les joueurs en face décident de payer aussi tight, et ben il faut pas hésiter, tapis avec any two cards. C'est-à-dire que vous voyez 3 et 2 dépareillés, il faut faire tapis puisque ils vont folder tellement souvent que ça va être profitable pour vous. Voilà. A l'inverse, je vous montre aussi la table loose. Là on se rend compte que UTG on peut être un peu moins tight puisqu'on va se faire payer tellement de fois que on peut prendre de l'argent avec des mains aussi faibles que As-9 assorti ou paire de 5. Par contre au bouton il faut être beaucoup plus tight et ne plus faire tapis avec any two cards parce que des fois on va se faire payer beaucoup plus large et donc 3 et 2 dépareillés, ce n'est pas très bon. Par contre, on remarque qu'en small blind c'est quasiment tout le temps any two cards pour faire tapis de façon profitable. Donc retenez ça en tête et surtout remarquez bien la force des mains. Essayez de comprendre aussi un petit peu comment est-ce qu'on joue, c'est-à-dire que plus on va être UTG, on se rend compte que là c'est plus la force de notre main qui compte, et plus on se rapproche de la petite blinde, et plus on se rend compte que là c'est notre fold equity, et le fait de réussir à faire passer les joueurs restants qui va devenir importante. Donc plus les joueurs en face passent facilement, plus il faut faire tapis, plus ils call facilement, plus il faut resserrer notre range. Essayez de garder bien ça en tête, et pour comprendre les décisions aussi que je vais prendre tout à l'heure. On va passer maintenant au call du tapis adverse, puisque des fois il va falloir payer un tapis de notre adversaire. Donc ça se passe en 3 étapes. On estime la range adverse tout d'abord, donc on se sert aussi de ce que nous on va pouvoir faire. Par exemple, je vais prendre un exemple, un joueur qui ferait tapis de petite blinde. Et ben on peut se dire que si c'est un bon joueur, il est capable de faire ça avec vraiment any two cards. Voilà. Donc on sait que la range adverse c'est 100%. Si on prend un bon joueur par contre qui fait tapis UTG à 7 joueurs restants par exemple, et qui sait très bien que la table est relativement tight, on peut se dire ah lui il a probablement une main, je vais le mettre sur paire de 8+, As Dame+. Donc là ça va être un premier travail d'analyse, ça peut peut-être vous paraître un peu compliqué pour l'instant, mais vous allez voir, c'est quelque chose qui se prend très vite. À partir du moment où on a le réflexe de le faire à chaque fois, c'est quelque chose qui va venir très vite et vous allez devenir assez rapidement très bon dans ce domaine. Voilà. Donc à partir de là, on analyse l'équité de notre main face à la range, et là je vais un petit peu sauter des lignes et partir à la dernière. Ne pas hésiter à utiliser PokerStove. C'est un logiciel que j'ai mis aussi en descriptif de la vidéo et sur le forum. Ça vous permet d'analyser l'équité de votre main par rapport à la range adverse, tout simplement. Donc vous rentrez la range adverse, vous rentrez votre main, et le logiciel vous fait le calcul.
Et donc à partir de là, on va analyser les différents résultats possibles, tout en gardant toujours à l'esprit la stratégie de base. La stratégie de base, c'est rentrer dans les 3 premiers, on joue très tight. Donc on estime la range adverse, on analyse les résultats possibles en prenant en compte l'équité de notre main face à la range, et on prend la décision, est-ce qu'on paye, est-ce qu'on passe. Par exemple, je vais prendre des exemples extrêmes, déjà, pour commencer. Si on a 2 as, faut call, évidemment. Si on a 2 rois, va très souvent falloir call. Puisque, dans le cas où évidemment on n'est pas à la bulle et que le chip lead, on est quasiment sûr de passer dans l'argent. Mais si on a 7 et 2, le chip leader nous fait tapis, on est couvert, on fold. Il va y avoir des décisions beaucoup plus compliquées, je vous rassure. Hein. Si jamais on a as-valet, un joueur fait tapis, là on va analyser beaucoup plus. Dans quelle position il est, quelle est la taille de tapis, quelle est la taille de tapis des autres adversaires, combien de joueurs restants, est-ce que si je gagne le coup, ça me permet de rentrer quasiment à coup sûr dans l'argent, est-ce que si je perds le coup, j'ai encore des chances de rentrer dans l'argent. Toujours garder à l'esprit la stratégie de base et toujours être dans de l'analyse. Voilà. Je vais m'arrêter maintenant vite fait sur les situations de bulle, puisque c'est quand même... En fait, la bulle, c'est l'endroit où vous allez soit gagner beaucoup d'argent, soit en perdre énormément. Si vous faites des erreurs, ces erreurs coûtent très cher. Puisque finir quatrième, en fait, si vous êtes un bon joueur, vous perdez entre guillemets le plus d'argent, puisque vous aurez passé par exemple 30 minutes sur un sit and go pour 0. Alors que si jamais vous étiez sorti, mettons 9ème, bah vous pouvez en lancer un autre. Et donc, c'est là qu'il va falloir vraiment prendre les meilleures décisions et ne pas se rater. Donc on va analyser plusieurs cas. Donc tout d'abord le cas où il y a un chip leader et 3 short stacks. Donc par exemple, s'il y avait 10 joueurs au départ, il y a 15 000 jetons en tout. Donc on va dire, admettons qu'il y a un chip leader, il a 10 000 jetons. Et les autres joueurs sont environ à 1700 chacun. Donc ça fait, voilà, à peu près 1700 chacun, on arrive à 15 000. Donc si ce chip leader a autant d'avance, je vais vous donner et que vous êtes dans son cas, si c'est vous à cette place, ça peut arriver, hein, ça va vous arriver d'ailleurs, je l'espère. Et ben il y a une stratégie très simple, c'est de faire tapis toutes les mains. Je vais expliquer pourquoi. Les short stacks en face ont envie de rentrer dans l'argent tout comme vous, sauf que ils sont short stack et donc du coup ça va être très compliqué. Donc le meilleur moyen en fait c'est qu'un autre short stack se fasse sortir. Sauf que si les 3 short stacks réfléchissent comme ça, vous faites tapis à toutes les mains, vous allez être payé que par vraiment un monstre, c'est-à-dire on va dire paire de 8 ou mieux, et encore je vois très large, ou as-dame. Donc mettez-vous à la place des short stacks, si jamais le chip leader vous fait tapis, même si vous savez qu'il fait tapis toutes les mains, vous voyez dame valet, est-ce que vous avez vraiment envie de risquer votre tournoi pour payer et vous retrouver dehors même sur un bad beat quoi. Je veux dire, si vous avez dame valet, vous avez votre adversaire a souvent au minimum 30%. Donc il y a une fois sur 3 quasiment vous êtes éliminé du sit and go. Donc vous vous dites je vais laisser les autres sortir à ma place et puis moi je vais attendre patiemment. Donc dans ce cas le chip leader peut faire tapis quasiment toutes les mains. À chaque fois l'adversaire va fold et il va continuer à agrandir son stack. Autant vous dire qu'une fois la bulle passée, s'il a 13 000 jetons, que ses deux adversaires ont 1000 jetons, le chip leader est très bien. Et même s'il est payé, encore une fois il a à peu près souvent 30% de chance de s'en sortir, donc une fois sur 3 il va chatter et puis il va avoir encore un peu plus de jetons. Donc n'hésitez pas, faites tapis à toutes les mains et ça se passera souvent très bien. A l'inverse, dans le cas où vous êtes short stack, si le chip leader ne prend pas cet avantage de faire tapis toutes les mains, vous n'hésitez pas à mettre la pression sur les autres short stacks. Ils vont avoir quand même très peur de vous payer puisque vous pouvez sérieusement endommager leur tapis. Et donc, n'hésitez pas à foutre la pression sur eux. Par contre, faites très attention dans le cas où le chip leader n'a pas encore joué, puisque lui va pouvoir vous payer très large. Voilà. Sur le cas des 2 chip leaders et 2 short stack, pas grand chose à dire, si ce n'est que le chip leader, encore une fois, est en position de force.
Et les deux champs stack, ben, ils doivent faire très attention, puisque les deux champs stack vont souvent réfléchir, ce serait bien que l'autre champ stack se fasse sortir. Donc en tant que chip leader, vous pouvez mettre la pression. En tant que champ stack, mettez la pression, essayez de mettre la pression sur l'autre champ stack, faites très attention au chip leader. Et bah voilà, essayez de manœuvrer comme vous le pouvez, tout en gardant à l'esprit, encore une fois, il faut rentrer dans les 3 premiers, donc on fait très attention dans le cas où on doit affronter les chip leaders. Dans le cas où il y a 3 chip leaders et un short stack, là, ayez bien conscience que le short stack n'a plus grand chose à perdre. Admettons, on va reprendre un exemple. Les 3 chip leaders ont chacun à peu près je vais dire 5000 jetons. Non, on va dire 4000 jetons chacun. Donc ça fait 12 000. Mettons que, on va même dire 4005. Et le champ stack à 1500. Donc ça fait 4005 pour 3 joueurs et 1500 pour le dernier. Dites-vous bien que le champ stack, il est bien conscient de sa situation. Il sait qu'il faut rentrer dans les 3 premiers. Maintenant, il doute très bien que les chip leaders vont pas s'affronter entre eux. Donc, bah, il a plus grand chose à perdre. Donc dans ce cas, faites très attention, ne mettez pas trop de pression sur le champ stack. Le champ stack va pouvoir payer bien large. Et si jamais il vous paye, vous perdez 1000 et qu'il gagne, vous perdez 1500 et vous vous retrouvez tous les deux à 3000 dans une situation qui va être plus compliquée pour vous alors que vous étiez quasiment dans l'argent. A l'inverse, par contre, là, on va pouvoir mettre la pression sur les chip leaders parce que aucun des chip leaders ne voudra sortir quatrième alors qu'il y a un short stack. Donc là, le rapport de force s'inverse un petit peu. Voilà. C'est des situations que vous allez rencontrer, donc c'est bien d'être un minimum préparé. Et dans le cas des 4 tapis équivalents, bah, pas grand chose à dire au final. La stratégie ne diffère pas beaucoup, sauf dans le cas où vous avez un joueur en face qui est capable de payer un peu n'importe quoi. Faites très attention, n'allez pas sortir quatrième en pushant 7 et 2 de la petite blinde, sachant que votre adversaire est capable de vous payer valet 10 quoi. Faites très attention, puisque c'est encore une fois, c'est des erreurs qui peuvent coûter très cher. Une fois qu'on a passé la bulle, et ben là, changement de stratégie total. On est dans l'argent, ça y est, on a atteint notre objectif. Maintenant, ça va être tout pour la gagne. La raison, elle est très simple, pardon. C'est que, bah, tout simplement, en fait, lorsque vous êtes arrivé dans les 3 derniers, votre gain de la 3ème place est déjà assuré. Si on reprend le cas que j'ai donné en début, vous avez 2 € à la 3ème place, 3 € à la 2ème place, 5 € à la première. La différence entre la 3ème et la 2ème place fait que serrer le jeu n'est pas n'est pas très intéressant pour finir 2ème. On prend que un buy-in de plus, généralement, voire moins, alors que prendre des risques et essayer de finir premier va être beaucoup plus avantageux puisqu'on peut multiplier par 2,5 notre gain déjà assuré. Donc, après la bulle une fois passée, pardon, on joue vraiment tout pour la gagne. A l'inverse, par contre, je vous dis ça, mais n'oubliez pas d'analyser la taille des 3 tapis, ça va vous donner une idée des risques à prendre. Je dis tout pour la gagne, maintenant si on se retrouve dans le cas que j'ai exposé tout à l'heure, où le chip leader a 13 000 jetons, que vous en avez 1000 et que votre adversaire a 1000 aussi, ça va être quand même très compliqué de gagner le sit and go. Donc une 2ème place, c'est pas un si mauvais résultat. Et du coup, à partir de là, n'oubliez pas, vous passez en mode tout pour la gagne. Certains de vos adversaires vont le faire aussi, donc vos adversaires vont probablement vous payer beaucoup plus large et beaucoup plus légèrement. Là où on foldait probablement As-2 dépareillé tout à l'heure face à un tapis de la petite blinde, on va probablement beaucoup plus payer une fois dans l'argent. Voilà. Et pour finir, on arrive en heads up, donc ça va vous arriver, donc c'est bien d'être préparé. Ce que je recommande, c'est la stratégie sage. Donc c'est loin d'être une stratégie très sage, entre guillemets. Hein. Comment ça se passe? Eh ben, on prend nos 2 cartes, donc, à laquelle on va assigner une valeur. C'est-à-dire que l'As vaut 15 points, le Roi 13, la Dame 12, 11, 10, 9, et ainsi de suite. Hein. Il y a juste l'As en fait qui a 15 points, sinon c'est les valeurs à peu près entre guillemets normales des cartes. On multiplie par 2 la valeur de la meilleure carte, et on ajoute la valeur de la carte la plus faible. Donc par exemple, si vous avez As-8, on prend l'As, 15 x 2, 30, auquel on ajoute la carte la plus faible, donc le 8, donc 30 plus 8, vous avez une valeur de 38 points. On rajoute 2 points si jamais les cartes sont assorties, donc As-8 va être à 38, As-8 assorti, ça va être 40 points. Et on ajoute 22 dans le cas d'une paire. Donc on va prendre le cas de la paire de 8 par exemple.
paire de 8, ça fait 8 fois 2, 16, plus 8, donc 24, auquel on ajoute 22 points, donc ça nous fait une main de valeur 46 points. Voilà, c'est pas très compliqué, et à partir de là, on retient ce petit tableau, donc en heads up, le plus important c'est le plus petit tapis, et donc on prend en compte ce plus petit tapis, et voilà les valeurs pour push, et pour les valeurs pour call. Donc par exemple, je vais prendre des mains un peu plus faibles pour expliquer ça. Si on prend 10 et 4 assortis, par exemple, donc c'est une main de valeur... non, je vais même prendre 10 et 4 dépareillés, pardon. Donc le 10 x 2, ça fait 20, 20 plus 4, 24. Donc pour faire tapis avec 10 et 4 dépareillés, il faut que le plus petit tapis soit de 5 big blinds, ou enfin soit au mieux de 5 big blinds, donc 5 big blinds ou moins. Et pour call, il faut que le plus petit tapis soit de 3 big blinds ou moins. Voilà. C'est une stratégie très simple et elle a été bien approuvée par beaucoup de joueurs. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez 5 blindes, faire tapis avec 10 et 4, ça va vous rapporter de l'argent. Encore une fois, n'hésitez pas à vous adapter à votre adversaire aussi. Faire payer un tapis à un joueur qui n'a pas l'air d'être très très large, avec par exemple, je sais pas moi, avec une main... Enfin non, je vais reprendre mon explication. Excusez-moi, je me suis un peu embrouillé. N'hésitez pas à analyser vos adversaires. Si jamais vous voyez que votre adversaire a tendance à payer large, vous pouvez... Enfin, à faire tapis trop large, par exemple. J'ai un peu de mal là, désolé. Vous pouvez diminuer votre valeur de call. A l'inverse, si votre adversaire a tendance à être serré pour faire tapis, vous pouvez l'augmenter, puisqu'il vous faudra des mains beaucoup plus fortes. Voilà, donc c'est encore une fois, on est dans l'analyse. Si vous arrivez à le faire, ne vous privez pas, faites-vous confiance et tout se passera bien. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie de pratique. Donc voilà. Donc on arrive au moment où je viens juste de finir de lancer les 4 tables, et comme on peut le voir, bah, je me retrouve avec 2 as sur la table jaune, et on se fait payer par paire de 6. Donc pour ceux qui avaient des doutes sur le fait que comment dire, donc on aurait du mal à se faire payer si jamais on faisait tapis avec 75 blindes par moins bien que par exemple si on fait tapis avec 2 dames et qu'on risque de se faire que payer par les rois ou les as. Ben, vous pouvez vous rendre compte que c'est loin d'être le cas, et que on a des joueurs entre guillemets suffisamment mauvais pour nous payer avec paire de 6. Donc ne vous inquiétez pas, hein, faites-moi confiance, faire tapis avec paire de dames ou mieux, ou as roi, bah, généralement ça va faire comme ce qui vient de se passer sur la table jaune, vous allez doubler votre tapis, quoi. Donc sinon, à part cette main, pour l'instant je n'ai rien joué, on est au niveau 10-20, j'ai pris le cas des Sitengo Turbo parce que ça va, c'est des niveaux de 5 minutes, donc ça va relativement rapidement. Et bah comme ça on va avoir possibilité de voir certains coups, enfin beaucoup de mains j'espère, et donc je vous ai mis ça de façon un peu plus facile à comprendre. Donc la table verte en haut à gauche, la table bleue, une table rouge, une table jaune, avec PokerStars nous permet de le faire, et c'est quand même bien pratique pour des cours en ligne comme ça. Voilà. Donc par exemple table jaune, là on peut voir un roi valet suité, hein, évidemment on fold, on reste toujours dans la même stratégie, hein, tapis ou passe. Et on peut aussi se rendre compte que déjà, par exemple sur la table jaune, ben il manque 3 joueurs, donc il y en a un qu'on vient donc de sortir avec les 2 as face aux 2-6, mais que sans avoir rien eu à faire, ben on est déjà plus que 6 à cette table, donc on se rapproche déjà un petit peu de l'argent. Même cas en haut à droite sur la table bleue, hein, la paire de valet qui vient de sortir un joueur, donc déjà plus que 8. Donc on se rapproche encore une fois un peu de l'argent, sans avoir à faire grand chose. C'est quelque chose qui peut peut-être vous arriver, et qui est souvent très sympa. Ça arrive relativement souvent sur les tables de Play Money. Vous jouez un sit and go, et là vous rentrez dans les 3 premiers sans avoir joué une seule main. Bah, plutôt que de vous plaindre comme certains seraient capables de le faire, bah disons que vous avez gagné de l'argent sans rien faire, et que bah quand de l'argent vient augmenter votre bankroll comme ça aussi facilement, bah c'est très très bien pour nous. Voilà.
Donc le niveau 10-20, niveau 15-30, niveau 25-50, ça va être probablement un peu chiant au départ, hein. Mais bon, vous avez la possibilité d'accélérer sur la vidéo, mais on va peut-être voir des choses à faire, à ne pas faire, comme par exemple s'impliquer avec Asvalet autant sur la table du haut, j'avais pas vu. Ouais, je vais revenir un peu en arrière. Hop. Donc on se rend compte que là, sur la table verte, le joueur va s'impliquer énormément. Oh là, tapis à 2 fois la taille du pot et payé avec As-Valet, bah, l'adversaire a tout le temps 2 paires. Que c'est horriblement joué de la part des deux côtés, mais il y en a un qui va se retrouver sorti du sit and go parce qu'il a payé un tapis à 2 fois la taille du pot avec top pair seulement. Donc voilà, c'est très mal joué de sa part, et oui, il va se plaindre, il s'est fait chatter par 3 et 8, mais déjà à la base, s'il avait foldé As-Valet, bah, il se serait pas fait chatter la tronche. Voilà. Donc là en haut on se retrouve impliqué dans un coup, ça va vous arriver aussi un petit peu. On a 6 et 5. On a juste checké la... Pardon, sur la table rouge, je sais pas si j'ai précisé. Donc on a 6 et 5 et on se retrouve impliqué dans un coup. Donc là on a rien, on a beau avoir tirage quinte, on cherche pas à bluffer, on est encore une fois dans une stratégie très très tight. Et là vous avez quinte, bon, sauf si l'adversaire a couleur, vous êtes devant a priori ou full. On peut miser, avec, je vous conseille de le faire avec minimum 2 paires, voilà, sauf dans les cas où évidemment il y a 4 piques au board, ou 4 cœurs, ou une quinte vachement bien dessinée, mais une fois que vous avez un monstre, bah, essayez de rentabiliser un minimum en faisant pot, hein, tout simplement. Des fois vous allez être payé, souvent pas. De toute façon c'est pas là qu'on fait de l'argent, hein, c'est plus tard, au niveau de la zone de push en fold. Voilà. Pas grand chose sur les tables. Un joli valet 3 sur la table jaune. Donc, on peut se rendre compte, hein, c'est 4 Sitengo à 25 centimes, donc vous pouvez vous rendre compte que le niveau est très 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 faible. Et c'est ce que vous allez retrouver très souvent. Alors, l'intérêt aussi de jouer sur PokerStars, je vais leur faire un peu de pub en passant, et faire un peu de pub pour notre sponsor au club. Alors, on va attendre juste quelques secondes, puisqu'il y a 3 tapis sur la table rouge. As-Valet, voilà, As-Roi, Roi-Roi. Bon, As-Roi contre Roi-Roi, hein, c'est un setup, hein, ne vous en faites pas, hein, malheureusement, ça va vous arriver aussi. Par contre, As-Valet, hein, c'était un fold, évidemment, et ce sont des choses qui arrivent, ma foi. Les rois contre As-Roi. Ah, en parlant d'As-Roi, on a As-Roi en haut à gauche, donc, comme je vous ai dit, hein, faire tapis, sans hésitation, et on va voir si on se fait payer ou pas. Dans tous les cas, faire tapis avec As-Roi à 50 blindes face à des joueurs inconnus, c'est loin d'être une mauvaise décision généralement. Faut vraiment que les joueurs soient très serrés pour que ça devienne une mauvaise décision. Et vous voyez, on se fait payer par As-5 encore une fois. Et ce sera un partage malheureusement. Donc l'adversaire a chaté, on était favori à 70%. Il obtient un partage, bon, ça arrive, pas s'énerver, puis voilà, hein, c'est le poker. Encore une fois, si c'était toujours la main qui est devant qui gagnait, bah ce serait moins drôle. Alors que pendant ce temps sur la table rouge, on est toujours au blind 15-30 et on est plus que 6. Ah, on se rapproche de l'argent aussi. Donc je vais revenir à ce que je disais, jouer sur PokerStars ça a quelques intérêts, puisque PokerStars fait un petit peu a quelques promotions sur les sites Go, notamment la bataille des planètes, qui peut aider, qui moi dans mon cas, quand j'ai recommencé une bankroll sur le .fr m'a bien aidé. En fait c'est si vous jouez entre soit un minimum de 20 sites Go en fait, vous allez avoir un classement en fonction de vos résultats, et plus vous êtes haut dans ce classement, et plus vous avez de l'argent. Le vainqueur de ce challenge aux plus basses limites, donc c'est entre les sites Go qui vont de 25 centimes à 2 € si je dis pas de bêtises. Donc le vainqueur de ce challenge remporte quand même 80 €. Donc pour commencer une bankroll, ça peut être un énorme coup de boost.
et c'est quelque chose de pas de pas négligeable, pardon. Donc n'hésitez pas à aller jouer dessus, et puis vu que c'est notre sponsor, tant qu'à faire, si on peut se faire bien voir, c'est tant mieux. Voilà, c'était pour la partie pub de la journée. On va bientôt arriver dans les choses intéressantes, peut-être sur la table sur la table jaune, puisqu'on est au blind 25-50. Pas grand chose d'autre qui se passe. Je vais peut-être accélérer un petit peu d'ailleurs. Parce que pour l'instant il se passe pas grand chose. Tapis qui bouge pas trop. Avancer au moins jusqu'au. J'évite d'avancer trop. Ah, on a un coup, on est appliqué avec Dame 8. Donc là, hop, je vais mettre pause. Là, on voit sur la table jaune, donc on a Dame 8, River, je ne mise pas, pour la plus simple raison que si notre adversaire a limpé avec un 10, bah, il a tout simplement qu'un, il y a 3 piques, donc si jamais on va pas prendre de risques, c'est pas le moment de perdre des jetons inutilement, voilà, on a 2 paires, si notre adversaire check, on va très souvent prendre le coup. Voilà, donc encore une fois, pas de risque, hein. On fait soit tapis, soit on passe, pré-flop, si on doit jouer des coups post-flop, bah on les joue de façon très solide et sans se prendre la tête. Voilà. Je vais avancer, pour l'instant on est toujours en jeu sur toutes les tables, on n'a pas de coup intéressant. Là, et je vais pouvoir m'arrêter bientôt. Puis on va arriver au blind 50 donc on va reculer, hop, voilà. Et on est déjà à 50 sur la table jaune en bas. Et on va pas tarder à arriver à 50 sur les autres tables puisque je les ai lancés avec moins de 5 minutes d'intervalle chaque. Donc voilà. Donc on peut voir Schulz 59 sur la table jaune qui limp avec moins de 15 blindes. Déjà que c'est la stratégie que je préconise, c'est de faire tapis ou passe, mais c'est une stratégie très simplifiée, hein. Normalement on fait pas tapis ou passe avec plus de 15 blindes, mais en dessous de 15 blindes, franchement, arrêtez de limper, arrêtez de relancer, tapis ou passe, hein. C'est pour une pure et simple raison, c'est que vous allez vous retrouver très vite trop impliqué dans le coup, et on peut voir que là, Schulz 59 a perdu un tiers de son tapis. Donc s'il avait fait tapis, bah, il aurait peut-être pris les blindes et il aurait fait plus de 150. Donc surtout que bah, Bibzer nous a montré valet 9, donc en l'occurrence il aurait probablement passé préflop. Voilà. Si le moins vaut la peine d'être joué, faites tapis, sinon foldez là, et n'allez pas vous impliquer en limpant ou en faisant des relances à 3 fois la blinde. Voilà. Là il a compris, il fait tapis pour 10 blindes, c'est bien joué. Et nous on a roi-valet, donc encore une fois on est dans l'analyse de situation. Roi-valet, on va souvent avoir environ, si notre adversaire a un as, ben on est déjà à 40%, on peut être dominé. Puis évidemment c'est un fold, hein, il n'y a même pas à réfléchir, roi-valet, on fold. Même si notre adversaire a un peu en tilt, ça on le savait pas sur le moment. Là on peut peut-être s'en rendre compte, mais de toute façon ça reste un fold, hein. On met en danger la moitié de notre stack. Pour l'instant on n'a pas besoin de le faire, on a plus de 20 blindes, donc on reste solide. Là, on est passé à 50-100 sur les tables rouges et bleues. La valise passe sur la table jaune. Hein. Table bleue, on a roi 3 et on a un tapis, donc c'est bien évidemment un fold, hein, même pas besoin de réfléchir. Table rouge, je vais revenir un peu dessus. Table rouge, on avait 9 et 8. Dans ce cas, c'était pas forcément une mauvaise idée de faire tapis, hein. On a moins de 15 blindes. Et encore une fois, un petit blind, hein, c'est souvent un tapis. Hein, à 10 blindes, c'était un tapis sûr. À 13 blindes, ça se discute. Mais je pense que le tapis n'est pas forcément mauvais. Allez, 10 passe là-haut, on est toujours à 25-50. Je m'excuse, je bois un coup, hein, j'ai la gorge un peu sèche au bout de 40 minutes de vidéo.
Là, on passe à 5 joueurs. Bon, paire de 10 sur la table rouge, celui qui veut passer ça à 13 blindes va entendre parler de moi, hein. C'est bien évidemment un tapis, si jamais il y avait un tapis avant nous, c'était évidemment un call. Et là on espère être payé pour pouvoir doubler, parce que si on se fait payer, c'est possible de se faire payer par des mains genre paire de 8, paire de 7, et là on est favori à 80%. Malheureusement, pas de call. 9 et 10 assortis, on a 4 joueurs à parler derrière, c'est bien évidemment un fold. Donc les blindes augmentent sur la table jaune et la table verte. On passe à 50-100, donc début des choses sérieuses sur la table verte, 75-150 sur la table jaune. Donc ça implique que sur la table jaune, on est passé sous la zone des 15 blindes, encore une fois, donc il va falloir commencer à réfléchir un peu plus. A7, je pense que c'est un fold, on a 15 blindes, donc on n'est pas encore immédiatement en danger. Voilà. À 10 blindes, ça aurait probablement été un push, vu la situation. Attention à un dealer qui est un peu short, donc qui peut nous payer un peu plus large, mais dans notre cas, dans le cas de A7, s'il nous paye un peu plus large, c'est tant mieux, puisqu'on va passer un peu plus favori. Ah bah, contre As-8, on n'aurait pas été. Bon call avec As-Dame, hein, rien à dire sur ce coup. As-8 fait tapis, As-Dame call. C'est top, et on est plus que 4 sur la table jaune, donc c'est une situation de bulle. Donc là, on est dans un cas où on n'est pas loin d'avoir 3 short stacks pour... si ce n'est Tius 33130, là, qui est un peu plus deep, mais sinon on n'est pas loin de la situation que je vous exposais tout à l'heure avec 3 short stacks et un chipid. Donc la Bibzer peut pas tout à fait faire tapis. C'est dur à dire ça, dis donc. Tout à fait faire tapis avec n'importe quelle main, puisque si jamais Tius le paye, en fait il tombe à 2500 et il se retrouve dans une situation beaucoup moins confortable pour lui. Donc par contre le limp était encore une fois exclu. Pour reprendre Como, le limp c'est le mal. En haut on se retrouve avec 6 et 5, donc nos adversaires ont limpé et on a touché 2 paires. Donc voilà, on mise le pot au flop, on se fait et on se fait chatter. Donc je vais mettre pause 2 secondes. Donc on mise le pot au flop avec 6 et 5, donc c'était 300, on se fait payer par l'As. Turn le 8 et le pot fait 900 pour un tapis de 1015. Donc si une décision implique plus de la moitié de votre tapis, bah faites tapis tout simplement, et même post-flop je veux dire, surtout. Si jamais une décision implique la moitié de votre tapis, bah, mettez tapis, et là on se fait payer par As7. En l'occurrence il y avait les 8, les As et les 7, les 9 et 4, pardon. Donc il nous fait un total de 4 et 4, 8. Notre adversaire jouait 17 cartes, donc on était favori. Je vous rappelle, hein, chose qu'on avait vu dans les notions de base. S'il paye à la turn, il n'y a que la river qui peut le sauver, donc il joue 17 cartes. 17 x 2 plus 2, ça fait 36%. Donc on était favori à 64% dans cette main, et on s'est fait chatter la tronche. Ça arrive. Malheureusement, on est sorti du sit and go. Il nous en reste 3, on va essayer de faire quelque chose. D'ailleurs, on a paire de 4 en bas à droite sur la table rouge. Donc là, notre adversaire limp, ça veut souvent dire une main pas très forte. On fait tapis, et ça va souvent prendre les 150. Ah non, il paye avec As-3, donc on est favori à 70%, c'est encore mieux. Et ça passe, donc on a doublé notre tapis. Voilà. Paire de 4, vous voyez. Hein. Donc attention, hein, il y a des joueurs qui vont limp call aussi pour essayer de nous attraper. Ah tiens, j'ai pas vu, on s'est fait... On est rentré dans l'argent. Sur la table jaune, je vais revenir en arrière. J'ai pas bien vu ce qui s'est... Hop là. Oh mon dieu. Alors, comment est-ce qu'on est rentré dans l'argent ici? Voilà. S'en est passé des choses. Tapis donc de full 59. Nous on a roi 6, donc c'est un fold. Hein. C'est juste que j'étais en train de faire tapis avec la paire de 4. Roi 10, oula, le call avec 6 et 8, très mauvais. Le push avec roi 10, y'a rien à dire. Et notre adversaire chatte un bon coup, Tius, donc très mauvais call, mais qui nous permet de rentrer dans l'argent. Voilà. Donc à partir de là, hein, oula, 9 et 4 c'était un push. Ah non,
Si, ça restait un push de toute façon. Je pense que ma réflexion ça a été de me dire attention Bibzer va te payer très large, mais en fait même en prenant ça en compte, ça reste un push. Donc bah on est rentré dans l'argent, voilà, en ayant joué une main sur la table jaune, en ayant fait tapis avec 2 As et en s'étant fait payer par paire de 6. Autant vous dire que, comme vous pouvez vous rendre compte, c'est quand même très très simple de gagner de l'argent. On a déjà pris un demi buy-in hein, là. Donc même si on a perdu un penny, on est pour l'instant négatif, mais on a encore 2 tables d'ouvertes. Et on peut encore prendre un peu plus d'argent. Donc là la stratégie table jaune, on est en short stack, donc on va lâcher les chevaux et on va essayer de prendre le plus de jetons possible aux deux autres et essayer de remonter pour prétendre à un peu mieux que cette troisième place. La 10 et 4 c'est un fold. Attention sur la table bleue, on est à 10 blindes, va falloir réagir bientôt. Et attention, situation de bulle sur la table bleue. Donc bah là on est en position de short stack, on va essayer de mettre de la pression surtout sur Alphabedo. Qui est à notre gauche direct, puisque si jamais il paye et qu'il perd son tapis, il passe à 2000 et en position de short stack. Et on va essayer quand on peut, si jamais Conforto 83 limp par exemple, on va essayer de lui mettre de la pression assez facilement puisqu'on a à peu près la même taille de tapis et qu'il va pas pouvoir nous payer très très large. Voilà. Encore une fois, il faut mieux faire tapis plutôt que payer, c'est quelque chose que j'expliquais aussi dans la notion de base, c'est la notion de gap concept. Si on relance, il nous faut une main moins forte que pour payer puisque comment dire, on a la possibilité de faire passer nos adversaires pour gagner de l'argent. Dame Valet en bas à gauche sur la table jaune, c'est un tapis évidemment. Ah, on est payé par Roi Valet. Je suis pas si le call reste bon. Voilà, bon malheureusement on chatte pas, on se retrouve éliminé, donc on finit troisième. Et on a pris de l'argent déjà, hein, 39 centimes pour un buy-in à 25 centimes, donc on a fait plus 14 centimes. Et si on s'est fait sortir sur l'autre, on a perdu 25 centimes, donc pour l'instant on est négatif à 11 centimes, c'est ça. Alors on va essayer de se rattraper. Alors Roi 4, je sais pas, c'est une décision un peu compliquée. Je pense que c'est un push, Conforto arrête pas de limp en haut à droite. Et du coup on va essayer de prendre l'argent mort, il nous reste 8 blindes. Les 300 du milieu peuvent nous aider grandement. Si jamais on est payé, bah, on a encore 30-40%, donc voilà. Sans compter que c'est la bulle, et encore une fois Conforto va avoir du mal à payer. 2-8, là on va éviter de leur faire, 2-8 en dessous, des monstres. Là. Paire de 7 en bas, donc on a plus de 15 blindes, hein, donc on va fold tranquillement. Même si, si les blindes avaient été à 100-200, je pense que ça aurait été un push. Mais là, avec plus de 15 blindes, on va fold tranquille. Pas la peine de prendre des risques, on a le temps de voir venir. Laissons les joueurs s'éliminer entre eux. As-Valet pareil, même si ça fait mal. On va fold. Sims 22 440, essaye de partir à tapis, il a dû misclick un peu. Roi 7 en haut, ça va être un fold, hein, évidemment, face au tapis d'Alphabedo. Ah, ça a été payé, donc Sims a quasiment fait tapis au bouton. Avec Valet 10, standard, payé par As 8, un peu moins standard. Oh oui, non, il y avait 8 blindes, non. C'est un coup totalement standard, bien joué de la part des deux joueurs. Sims a chaté. C'est pas forcément nos affaires. Parce qu'on est dans la situation de pré-bulle, donc 5 joueurs, c'est avant la bulle. On s'en rapproche. Tiens, on remarque que d'ailleurs Tius 33-130, j'avais pas remarqué en jouant, mais en fait il était sur 2 tables. Très intéressant. Pourtant il nous a fait des calls un petit peu olé olé. Alors Valet 2 suité, je fold. Ouais, je pense que c'est logique. On peut envisager un push si vraiment on est sûr que Conforto va fold, mais là on peut call un peu light quand même. Hein. Enfin normalement il doit pas call light en fait, puisque un call qui le ferait perdre
mettrait en grand danger. Oula, ça s'anime d'ailleurs sur la table bleue. Roi valet contre dame 4, oh là là. Mon dieu. Et bah ça nous permet de rentrer dans l'argent cette affaire, hein. Même si c'était pas forcément énormément joué. Énormément bien joué, mais bon. Voilà, c'est des coups auxquels vous allez assister, qui sont loin d'être standards, mais bon. Donc là, le souci sur la table bleue, c'est que normalement, on aurait pu faire tapis, mais on vient de passer la bulle. Donc déjà, les joueurs vont vous payer beaucoup plus large, et en plus, on n'a plus que 6 blindes. Donc d'un point de vue fold equity, on fait plus peur à grand monde. Donc il va nous falloir un minimum pour faire tapis, ou ne pas se retrouver face à deux joueurs qui ont limpé et qui seraient capables de limp call, parce que lol, il a que 6 blindes. Donc voilà. En bas, on est passé à 100-200 également. Roi dame au bouton, ça va probablement être un tapis. Si Kaku jadis fait tapis, je sais pas quelle décision prendre. C'est serré. Bon, on n'a pas à se poser la question, mais s'il avait fait tapis, je pense que il faut peut-être. Non, il faut fold à mon avis. Avec roi dame, on n'a pas une main suffisamment forte pour payer. Et si on perd, on se retrouve pas très bien. Bon là, deux rois, décision très mal de crâne, évidemment. Donc là, autant dire qu'on espère un call. 4 et 7 là-haut, je fold. On aurait pu envisager un push. Non, 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 on a plus assez malheureusement. C'est des décisions très très tendues, hein, quand on a 5 blindes comme ça et qu'on a deux joueurs qui sont capables de payer assez large. Surtout que en fait, le fait de doubler sur la table bleue ne nous relance pas totalement, hein, puisque admettons qu'on double sur Alpha B2, on aura 2000, il y aura encore 3000. Donc on est loin d'être relancé, donc là, c'est vraiment, on espère limite que les deux vont s'entretuer. Voilà, limp call 3 et 4, magnifique. Grand coup de poker et ça chatte en face. Donc, bon, pas grand chose à faire. Voilà, quand je vous disais qu'ils peuvent payer large, c'était pour ça qu'il fallait attendre un minimum de main. Bon, on en profite pour agrandir la table rouge, donc on a fini troisième, donc là pour l'instant on est repassé en positif, hein, pour information. 2-3 centimes, certes, mais on est positif sur les trois premiers sit and go. Et il nous reste celui-là où on n'est pas si mal embarqué, hein, on n'est plus que 5 et si on rentre dans les 3 on aura gagné de l'argent. Là, 15 blindes, enfin même moins puisque Tius a plus que 13 blindes, donc à 6 c'est un tapis automatique. Ah, deux petites blindes, tranquillement. Oh, deux dames. On a des décisions très compliquées pour le moment. On espère un call quand même. On sera très souvent devant si on se fait payer. Ah, c'est payé. Oula, As-Roi, bah, c'est un flip. Faut le gagner. Et on est mal parti. Ah, ça gagne pas. Donc là, on va se retrouver en grande difficulté. On n'a plus que 4 blindes. Donc là, bah, ça va être très très tendu. 10 et 6, ça reste un fold à mon avis. Ah, bah, surtout quand c'est tapis avant. Donc voilà, ça arrive, hein, on va perdre des 50-50. Hein. Une fois sur deux, vous allez le perdre en moyenne. Ne pas s'énerver, garder son calme, on est toujours en jeu, on peut toujours gagner sit and go. Hein. Tant qu'il nous reste, tant qu'il y a du jeton, il y a de l'espoir, j'ai envie de dire. La Buck a l'air d'avoir une décision. Ah, il paye finalement roi 9. Ouf, oui, non, ça se paye. Ça, oui, ouais, si. En fait, ça met pas tant que ça en danger, la preuve, il perd, il lui reste encore 3500 et ça peut lui permettre de sortir un joueur. C'est bien vu, et avec roi 9, il est pas trop mal, il y avait 600 à rajouter vu qu'il était déjà impliqué par sa grosse blinde, donc le call avec roi 9 est pas trop mal. C'est un call assez serré quand même, hein. C'est une décision assez tendue entre call et fold. Le call se défend. Alors, par contre, ça devrait plus jouer post-flop là. Ah, alors, tiens, pour ceux qui se rappellent des pushbots dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les blindes sont à prendre en compte, donc là on considère que le pot de base est de 425, hein, puisqu'il faut prendre les 125 d'Ante en compte. Dame Valet, donc là j'ai 4 blindes, je pense qu'il faut faire tapis, c'est ce que je fais d'ailleurs. Pourquoi? Certes, notre adversaire va jamais fold,
mais avec les mains qu'il a, on peut se retrouver en 50-50 comme là, et on n'est jamais trop mal. Donc là on gagne le flip, on a un peu de chance, et il nous faut du jeton hein, là de toute façon, puisque on est retombé bien bas, et que au final on a très peu de chance de passer la bulle, donc Dame Valet est une main relativement correcte quand on a 4 blindes, donc faut pas hésiter. Là on est de petites blindes, donc vous vous rappelez, de petites blindes, faut pas hésiter à faire tapis, voilà, surtout quand on a un as, hein, ça rassure un peu plus. 5 et 10. Est-ce qu'on ferait tapis? On a un M de... Faudrait regarder dans les push bots. Bon là c'est relancé avant donc ça va être un fold. Hein. Mais je pense que là ça restait un fold de toute façon. Parce que là on est dans une situation de sit and go en fait où à peu près tous les stacks sont pas loin d'être équivalents à part Buck et Sims qui sont un peu plus deep. Donc au final la stratégie par rapport au push bot charts ne change pas vraiment si ce n'est que on faut faire attention pour les calls. C'est-à-dire que faire très attention pour call, pas call trop light. Puisque l'objectif encore une fois c'est de rentrer dans les 3 premiers, j'espère que vous l'avez compris. On continue, paire de 6. Donc autant ça va être un tapis automatique. Si QQJ10 avait fait tapis, pas sûr qu'il fallait payer. Parce qu'on va souvent se retrouver en 50-50 et donc on a une chance sur deux de perdre les 3 quarts de notre stack. Alors, on prend les blindes. Donc encore une fois, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, on a beau être tombé à 900. Oula, décision compliquée avec les 4. KQJ10 va souvent payer. Parce qu'il lui reste plus que 7 blindes. Et attention, ouais, donc je pense que c'est un fold. Et on se retrouve souvent en flip en fait, s'il paye. Parce qu'il aura souvent au minimum 2 cartes supérieures, voire pire, si jamais il nous paye avec paire de 6 ou paire de 7, même si ça arrive pas très souvent. Euh, ouais, je pense que c'est un fold. Parce qu'on va souvent trop se retrouver trop souvent en 50-50 et il a quand même 1455. Donc on perd, on retombe à 1200 si jamais on perd le flip ou pire. C'est vraiment pas terrible de faire tapis dans ce cas. Alors que ça s'anime, voilà. Alors là, vous comprenez pourquoi il faut faire tapis ou pas. De toute façon, on est impliqué, peu importe le board. Et un joueur de moins, Roi Valet, faire tapis. Alors ils avaient combien au départ du coup? Je vais regarder, je me rappelle plus bien. Juste un peu avant. 2955, donc pour 15 blindes, Roi Valet au bouton, ouais, si, avec les antés, c'est un bon push. Paire de 5, il implique quand même les 3 cartes de son tapis sur un flip, alors qu'il est chip leader. Je suis absolument pas fan du call. Ah oui non, d'accord, ça min raise et c'est 3 bêtes. D'accord, j'avais pas vu ça. Oui, mais dans ce cas, faut pas faire 1525, faut faire... Ouais, dans ce cas, la paire de 5 c'est bien joué, c'est pour ça que Sims ferait mieux de faire tapis ou passe, pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles. Voilà. Et quand il voit le flop, faut fold tous les jours évidemment, hein, et garder les 1400. Ah bref, c'est mal joué du début à la fin pour Sims, et Buck aurait pu faire tapis, même si ça revenait à peu près à ce qu'il a fait avec sa paire de 5. Donc situation que j'expliquais tout à l'heure, donc là Buck devrait faire tapis toutes les mains, pour essayer de voler les antés, et on va espérer que QQJ se fasse sortir dans ce cas. Et si jamais il fait pas le travail, ben nous on essayera de le faire derrière. On va pouvoir mettre la pression sur Tius, puisqu'il est à notre gauche direct, donc quand on sera de petite blinde, on va pouvoir lui mettre la pression, il va espérer que KQJ10 se fasse sortir, et du coup on va pouvoir faire tapis avec beaucoup de mains. Là, la bug se retrouve déconnectée, on va avancer, le temps qu'il soit déco. Voilà, je suis allé trop vite. Je vais en profiter pour reboire un coup, parce que j'ai la gorge très sèche. J'arrête pas de parler. Voilà, KQJ10 passe. Un petit mot aussi sur les joueurs déconnectés, comme ça, ne considérez pas qu'ils ne sont pas à la table, hein. Ils peuvent très bien revenir en plein milieu du coup. Donc par exemple, on va voir ça sur la main suivante. Si jamais on est au bouton, on fait pas tapis sous prétexte que le joueur n'est pas là.
Hein, il peut très bien revenir entre deux et on pourrait se retrouver comme un con si on push une main très mauvaise et que notre adversaire se retrouve à payer ultra light et qu'on se fasse sortir, surtout dans la situation présente où on est deuxième. Donc, comme je vous disais, là on met la pression sur Tius, ce qui nous permet de prendre 500 jetons et on est bien remonté. Donc là, exemple parfait de ce que je disais, valet dame. On fait pas comme KQJ10, on se dit pas que l'adversaire est déco, on fold et on attend de voir ce qui se passe. Sachant que là, c'est même pas notre adversaire qui n'est pas en ne pas jouer, il est juste déco, donc il peut très bien se retrouver une connexion en plein milieu de la main, et puis se retrouver avec une main. Il revient, il trouve As Valet. Si jamais on avait fait tapis avec Valet Dame, on se retrouvait. Ah bah le voilà d'ailleurs. Il se reconnecte. Là, je pense que KQJ10 va avoir l'air fin. S'il avait réellement une main, il avait plutôt intérêt à faire tapis pré-flop, à mon avis. Et voilà. Buck qui a très bien compris, lui met immédiatement la pression. Et voilà, donc il se retrouve maintenant avec même moins de 3 blindes vu que les blindes augmentent. Donc on va probablement rentrer dans l'argent. 3-3 c'est un fold, hein, on va pas faire tapis avec Buck qui peut nous payer et KQJ10 fin stack. C'est Buck qui va se charger de prendre ses derniers jetons. Non, oh là. Il se laisse mourir là, tant mieux pour nous. Là autant dire que si KQJ10 fait tapis, on aura 230 à rajouter pour essayer de sortir un joueur sans mettre en danger notre tournoi, donc ça va être un call très... Ah, Buck qui nous relance, en fold. KQJ10 qui se laisse mourir à une blinde. C'est quelque chose qui doit, en théorie, quasiment jamais vous arriver, hein. Sauf si vous payez un tapis que vous, voilà, et que vous vous retrouvez à une blinde derrière, mais évitez à tout prix de vous retrouver dans ces cas. Là, Buck qui fait une mauvaise option à mon avis, hein, faut pas relancer dans ces cas, hein. On essaye de sentir le champ stack, parce que là il va peut-être se retrouver à le restack. Ah, en l'occurrence il quadruple. Bien, dans notre cas on est toujours bien, hein. On a 2 fois le tapis du troisième, donc autant dire qu'on va attendre patiemment de rentrer dans l'argent, sauf s'il y a un changement de situation, et pour l'instant on attend tranquillement de voir ce qui se passe. Call avec Dame 8 est pas forcément idéal. Là-dessus, même si déjà Tuse ne va pas faire tapis avec Enemy 2 Cards, et même s'il le fait, ben au final il est quasi... Ouais, il doit être à 50% contre la range. Ouais, regardez sur PokerStop, mais je trouve le call pas terrible. Bon après ça met pas en danger son tournoi, ça peut permettre de sortir un joueur, mais il a tout intérêt lui à ce que cette situation de bulle continue pour continuer à mettre de la pression, et il a pas compris en fait qu'il devrait faire tapis quasiment toutes les mains. Roi 6, on va devoir fold, malheureusement, puisque même si on a une main qui va être un petit peu devant, si jamais on perd le coup, on se retrouve short stack. Et là, la situation a changé. Vous pouvez vous rendre compte, tous les short stacks sont à peu près au même niveau. Donc ben, on va reprendre une stratégie où il va falloir essayer de monter un petit peu de jetons et se remettre à l'abri. Tout en faisant très attention à Buck qui a tendance à call très light. Et en plus qui est chip leader, donc qui peut nous sortir à n'importe quel moment. Donc là par exemple 8 et 7, hein, c'est un fold. Sans trop de réflexion. Roi 8, décision facile du coup, fold, du fait de Buck qui est encore en jeu.
Et là on espère que ça sorte à côté. Bug qui se retrouve à nouveau déconnecté. On va avancer un petit peu, puisque bon, voilà. Tius qui prend le coup, les blindes qui augmentent à nouveau, on se retrouve à 5 blindes. Là c'est des situations un peu compliquées à manœuvrer, mais qu'il faut savoir manœuvrer, hein. Surtout dans les cas de bulles comme ça. Encore une fois, c'est là qu'on gagne de l'argent, ou c'est là qu'on en perd. Bug à nouveau déconnecté, c'est un peu embêtant. Voilà. Là, si KQJ10 fait tapis, chose qu'il doit faire, soit dit en passant, eh ben, il faudra fold. Oula, c'est très mal joué de sa part, ça nous perd. Parce que là, on va pas pouvoir call non plus très très light, hein, dans notre cas. S'il fait tapis, bah on va fold, sauf si on trouve un as. Je pense quelque chose comme ça, un as minimum, une paire. Même à la limite, une paire, c'est pas dit, hein. Si une paire, ça nous permet d'être entre 50-50 pour sortir un joueur et rentrer dans l'argent. Et si on perd le coup... Ouais non, même pas, même pas. Il va nous falloir un minimum quand même pour payer, même s'il fait tapis avec any to card. Hein. Donc c'est très mal joué. David doit faire tapis, peu importe sa main. Là, on va mettre la pression sur Tius, qui va quasiment jamais pouvoir payer, vu du fait du tapis de KQJ10 et du coup, bah nous, on reprend de l'argent et vous voyez, ça remonte très vite, hein, surtout avec des blindes aussi fortes. Le tapis remonte très vite. Il y a quelques secondes, on était à 1500. On a quasiment doublé sans aller une seule fois à l'abattage. La dame 8, hein, on fait très attention, Buck est déconnecté mais il peut revenir à tout moment. Donc on fold. 8 et 3 c'est un fold automatique. Latius va faire le boulot du chip lead. Chip lead qui revient justement. Passe. QJ10 qui est déjà bien impliqué dans ce coup, il y a un tiers de son tapis au milieu. Voilà, il passe à nouveau, je sais pas quelle main il avait, mais la tendance à être un peu trop serré à mon avis. Bon, la paire de 8, très fortement. Va falloir voir l'action quand même. Oh, voilà, si KQJ10 avait push, c'était un snap call. Tius qui push. Je sais pas s'il faut call. Je pense pas. Parce que là, on va vraiment attendre que KQJ10 sorte. Bon, là, on va push sur Tius. Hein, on a une fold equity énorme. Hein, je pense qu'il nous paye que avec paire de 10 ou As-Dame. Minimum. Et vous voyez, on se retrouve maintenant à 3003. Alors là, c'est un call. Pourquoi? Bah, on va juste tout simplement se mettre à... On s'attend à ce que les deux autres payent, et ce qui s'est passé, et maintenant on va essayer de checker jusqu'au bout pour essayer de sortir le joueur. La Buck a pas compris la stratégie, donc même si on a un 7 on fold, et on espère que Buck le sorte. Hop, et ça gagne. Donc voilà, on a passé la bulle, objectif atteint, maintenant on va lâcher les chevaux, et on va essayer de rentrer dans les deux premiers, et essayer de gagner surtout derrière. Latius qui fait tapis. Si Buck va call, si Buck call on fold, si Buck call pas, 1000 à mettre, je pense que ça devient un call, ou pas loin. Voilà, c'est un fold automatique, et on espère que Buck va chatter, ce qui semble être le cas. Ah non, Las River, bon.
va falloir gagner du jeton. Le relance, faux fold. Malheureusement, on avait un super spot de push là. Ah, est-ce que les deux vont s'énerver? Non, pas tout de suite en tout cas. 5 et 6 au bouton rouge, je pense qu'on est pas loin du push. Le souci c'est que Buck peut call très light, use aussi. Fold, ouais. Ouais, non, le fold est mieux en fait à la réflexion. Ah, tapis payé. S'il n'y a pas de 9, on est. Bah voilà, nous sommes en heads up. Donc un heads up qui va être largement déséquilibré, mais cela dit, on est déjà assuré du gain de la deuxième place. Donc on gagnera au minimum. Donc c'est combien? C'est 39. Je sais plus combien exactement. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Bon, la valet 6, c'est un stratégie sage, donc on a une main qui vaut 11 x 2, 22, plus 6, 28. Donc un push automatique, hein, surtout à 2 blindes et demi. On est payé par roi 3, va falloir chatter. Un valet moins 6, un valet moins 6, et le valet, et ben on double. Voilà. Là pareil dame 6, hein, si notre adversaire push on call. Voilà, bon, c'est quasiment un push. Hein. On va call. Et on est devant avec dame 6 contre 17. Ah, le tirage couleur, pas terrible, et ça touche. Bon, voilà. Donc voilà pour cette vidéo, on finit deuxième du sit and go, donc on prend 59 centimes, comme c'est marqué sur le chat. Donc 59 centimes, plus 39 centimes, plus 39 centimes, bah on a rentabilisé les 1 euro qu'on avait assisté, hein, on a pris 1,17€, donc on a gagné 17 centimes sur l'ensemble des sit and go, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc 17 centimes de gagné, donc un retour sur investissement de 17%. C'est à peu près ce que vous pourrez atteindre en utilisant cette stratégie. Voilà, rendez-vous pour le cours jeudi. Donc on reviendra un petit peu sur cette vidéo. Il y aura une mise en situation, je pense. On fera 30 minutes de jeu à 10 big blind pour s'entraîner. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis à jeudi, voilà. Salut!